Pirater le cerveau de ses clients. C'est un titre un peu provocateur, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va plonger dans les coulisses de la décision d'achat pour comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête de quelqu'un quand il clique sur « Acheter maintenant ». Parce que, vous allez voir, on pense tous que c'est la logique qui mène la danse, mais la réalité est bien plus surprenante. Alors, première question, et soyez honnêtes, est-ce qu'on contrôle vraiment nos achats? On aime tous penser que oui, bien sûr, qu'on est des consommateurs avertis, qu'on pèse le pour, le contre, bref, qu'on est au volant de notre carte de crédit. Mais est-ce que c'est si sûr que ça? Accrochez-vous bien. Voilà le chiffre qui remet tout en question. 95%. Selon une étude de la Harvard Business School, 95% de nos décisions d'achat sont subconscientes. Ce n'est pas la logique qui décide, non, c'est l'émotion, c'est l'instinct. C'est une réaction quasi automatique qui se passe bien avant que notre cerveau rationnel ait le temps de dire « attends une minute ». Ça change complètement la donne, vous ne trouvez pas? Alors justement, attaquons-nous à ce grand mythe, l'idée que l'on achète avec sa tête. On va voir que c'est une illusion bien ancrée. Simon Sinek l'a résumé de façon géniale avec cette phrase. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Et c'est tellement vrai. Pensez-y, on n'achète pas un téléphone juste pour ses mégapixels. On achète une histoire, une identité, une connexion. Le pourquoi d'une marque, sa mission, c'est ça qui nous touche et qui est beaucoup plus fort que n'importe quelle fiche technique. Ok, mais alors, pourquoi notre cerveau est-il câblé comme ça? Eh bien, c'est tout simplement une question de survie et d'efficacité. Il se met en pilote automatique. Imaginez qu'on a deux systèmes dans notre tête. D'un côté, la pensée lente. C'est notre mode de Sherlock Holmes, logique, réfléchi, mais il consomme énormément d'énergie. C'est fatigant. Et de l'autre, la pensée rapide. C'est l'instinct, l'émotion, le feeling. C'est super rapide et ça ne coûte presque rien en énergie. Alors, devinez lequel notre cerveau, qui est un peu feignant, préfère utiliser 95% du temps. Exactement, le mode rapide. Et ce système rapide, il fonctionne avec quoi? Avec ce qu'on appelle des heuristiques. Bon, le mot a l'air compliqué, mais en fait c'est tout simple. Ce sont des raccourcis mentaux. C'est un peu comme des mini-programmes préinstallés dans notre cerveau pour prendre des décisions en un éclair, sans avoir à tout analyser. Et vous l'aurez deviné, c'est justement sur ces programmes-là que le marketing adore appuyer. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons aux choses sérieuses. Quels sont ces fameux déclencheurs qui parlent à notre subconscient? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le premier, et sans doute le plus puissant de tous, c'est la peur de perdre. Rien ne nous motive plus que la crainte de passer à côté de quelque chose. C'est une émotion primaire, viscérale, et en marketing, c'est de l'or en barre. Et pour déclencher cette peur, il y a la boîte à outils classique, mais toujours aussi efficace. Vous avez l'urgence, avec le petit compte à rebours qui défile, la rareté, plus que 3 articles en stock. Tout ça, ça crée ce fameux FOMO, la peur de manquer l'occasion. L'idée, c'est de créer une petite pointe d'anxiété qui court-circuite la réflexion et pousse à l'action immédiate. Et ce n'est pas juste une impression, c'est scientifiquement prouvé. C'est Daniel Kahneman, un prix Nobel, qui l'a démontré. La douleur de perdre 10 € est 2 fois plus forte que le plaisir d'en gagner 10. C'est fou, non? On est programmé pour détester la perte. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte, et c'est un levier psychologique énorme. Passons au deuxième grand déclencheur. C'est notre besoin irrépressible d'appartenance. On est des animaux sociaux, on a besoin de faire partie d'une tribu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce que font les autres pour guider nos propres choix. C'est un réflexe. Comment ça se traduit en marketing? Si simple. D'abord, la preuve sociale. Les avis, les témoignages, les 5 étoiles. Si des centaines de personnes avant nous ont aimé, on se dit « Ok, c'est un choix sûr, je prends pas trop de risques ». Et puis, il y a l'autorité. Quand un expert ou un label de confiance recommande un produit, ça valide notre choix, ça nous rassure. Et l'impact est juste colossal. Regardez ce chiffre. 88% des gens font autant confiance à un avis en ligne laissé par un parfait inconnu qu'à la recommandation d'un ami. C'est juste incroyable. Ça montre à quel point on se fie à la masse pour prendre nos décisions. Allez, assez de théorie. Voyons maintenant comment les marques les plus malignes utilisent tout ça dans la vraie vie. On va voir quelques exemples concrets qui sont redoutables. Premier exemple, l'effet de dotation. C'est un biais psychologique super intéressant. En gros, dès qu'on a l'impression que quelque chose nous appartient, ne serait-ce qu'un tout petit peu, sa valeur grimpe en flèche dans notre esprit. On y est déjà attaché, c'est comme si c'était déjà à nous. Et regardez comment un seul mot peut tout changer. À gauche, le prix. C'est neutre, froid. À droite, votre prix. Ça y est, le mot « votre » crée instantanément ce lien. C'est devenu personnel. Ce n'est plus une offre générique, c'est mon offre. Et abandonner quelque chose qui est déjà un peu à soi, eh bien c'est psychologiquement beaucoup plus difficile. C'est brillant de simplicité. Autre technique très maligne, l'effet de défaut couplé à la recommandation. On en revient à notre cerveau feignant.
Trop de choix, ça le fatigue. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. La solution? Lui mâcher le travail en lui disant « Voilà le meilleur choix pour toi ». Regardez cet exemple, c'est parfait. On a 3 options. Laquelle est déjà cochée et mise en avant avec la mention « recommandée », souvent la plus chère ou celle qui a la meilleure marge. Et ça marche. Pourquoi? Parce que ça combine la paresse « Ah, super, je n'ai pas à réfléchir » et la preuve sociale. C'est le choix recommandé, donc c'est le bon. La plupart des gens ne vont même pas chercher à changer. On a parlé de l'urgence tout à l'heure, mais les vieux bandeaux, plus que quelques articles, commencent à être un peu usés. On y croit de moins en moins. Le niveau supérieur aujourd'hui, c'est l'urgence personnalisée. C'est une urgence qui n'est plus pour tout le monde, mais qui est juste pour moi. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez consulté cet article 3 fois. Il n'en reste que 2 dans notre taille. C'est chirurgical. Le message sait que je suis intéressé 3 fois et il me donne une information qui m'est directement utile et qui crée un stress immédiat, votre taille. Là, la peur de perdre n'est plus un concept vague. Elle est concrète, personnelle et elle appelle une action tout de suite. Bon, tout ça est incroyablement efficace. Mais ça nous amène forcément à une question éthique importante. Où s'arrête la persuasion et où commence la manipulation? La ligne rouge, en fait, elle est assez simple, c'est la confiance. On peut utiliser ces leviers de façon éthique si on respecte quelques règles. D'abord, la transparence. On ne ment pas sur les stocks, on ne met pas de faux comptes à rebours. Ensuite, la valeur. L'offre doit être réellement intéressante. Et surtout, l'intention doit être d'aider le client, de lui simplifier la vie, pas de l'exploiter pour un gain à court terme. Parce que la confiance, ça met des années à se construire et 1 seconde à se perdre. Et voilà, on boucle la boucle avec cette question. La limite entre influence et manipulation, où est-ce qu'on la place? C'est une question qu'on doit tous se poser. D'un côté, en tant que consommateur pour être plus conscient de ce qui guide nos clics, et de l'autre, en tant que professionnel pour utiliser ces incroyables outils psychologiques de la bonne manière. C'est une réflexion essentielle parce que c'est ça, au fond, qui dessinera le marketing de demain.